Bienvenue dans le podcast Réussir son orientation. Dans ce podcast, je partage les réponses aux questions de mes élèves en matière d'orientation. Car s'ils se posent ces questions, tu te les poses sûrement aussi. Alors, cette semaine, on va encore parler d'un sujet sur lequel je ne connaissais absolument rien. C'était exactement la même chose pour l'épisode 84 sur la criminologie, c'était la même chose en marketing dans l'épisode 83, ou l'épisode 74 dans les ressources humaines, voire même l'épisode 73 sur la psychologie. Donc vraiment, ça devient un peu une habitude chez moi d'aller chercher des experts pour pouvoir renseigner les jeunes avec lesquels je travaille. Et cette semaine, on va travailler sur les neurosciences. Alors pourquoi les neurosciences? Parce que l'année dernière, déjà, j'avais accompagné une jeune fille, donc là, elle était en terminale, et elle voulait absolument faire des neurosciences après son bac. On était un peu dans le rush de Parcoursup. Je l'ai guidée tant bien que mal, mais je n'étais pas très satisfaite. Alors au final, elle a fait une licence de psycho et je pense qu'elle est très contente. Mais cette année, en fait, je travaille avec une jeune fille qui est en seconde et c'est vraiment un sujet qui pourrait l'intéresser. Elle est arrivée chez moi, elle ne savait pas du tout ce qu'elle voulait faire et elle s'est dit pourquoi pas. Par contre, on s'est vraiment posé la question toutes les deux, ok, mais pour ça, quelle spécialité? Et pour elle, étant donné que cette jeune fille, elle est plutôt douée dans plein de sujets, quelle voie, quoi, comment on y va? Et donc là, je me suis dit que il fallait que je sois un petit peu plus pratique dans mes conseils, et donc je suis allée chercher un expert, et j'ai eu énormément de chance, puisque Romain a accepté de répondre à mes questions. Et Romain, c'est un chercheur qui travaille dans un laboratoire à l'INSERM de Lyon. Et donc, c'est vraiment quelqu'un qui a pu me donner des réponses très, très précises. Il a été très, très pédagogue, tu vas le voir. Alors, de quoi on a parlé avec Romain? Bah, d'abord, il m'a expliqué un petit peu ce que c'était que les neurosciences, parce que je t'avoue que je n'étais pas très au clair. Et puis, il a eu la gentillesse de m'expliquer aussi les métiers, parce que c'est bien gentil de faire des études de neurosciences, mais qu'est-ce qu'on fait avec des neurosciences? Et puis, quels sont les meilleurs parcours selon lui pour étudier les neurosciences? Et puis, on a terminé un petit peu comme on avait fait avec la criminologie, sur un aspect un peu plus pratique, un peu plus concret. Voilà, est-ce qu'il y a du boulot? Comment on fait pour trouver du travail? Donc ça, c'est des questions assez intéressantes aussi. Alors voilà, donc j'espère que ce sujet va t'intéresser. J'imagine que oui, sinon tu n'écouterais pas le podcast. Si tu connais quelqu'un qui aussi a l'intention de faire des neurosciences, eh bien, écoute, n'hésite pas, partage le podcast. Et puis surtout, viens me retrouver sur Instagram. Mon compte, c'est Réussir son orientation. Tu me laisses un petit message pour me dire si le podcast te plaît. Sur mon site internet aussi, www.corinneroy.com. Tu peux aussi me dire s'il y a un domaine qui t'intéresserait ou sur lequel tu aimerais bien que je fasse des recherches. Donc, ne t'inquiète pas, j'ai déjà plein de demandes de mes élèves parce qu'il faut savoir que quand je fais un podcast comme celui sur les neurosciences, la jeune fille en question, elle était là, donc tu l'entendras pas, hein, elle n'a pas posé de questions, mais une fois que j'appuie sur le bouton stop de l'enregistrement, eh bien, Romain a eu l'opportunité de répondre à ces questions, puis peut-être même de l'aider pour un stage, on ne sait jamais, on croise des doigts. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose que je réserve évidemment que pour les élèves que je suis en accompagnement en orientation. Donc si jamais tu as envie de travailler avec moi, ben là aussi, n'hésite pas. Fais-moi signe, j'ai quelques disponibilités sur la fin de l'année, donc n'hésite pas à venir me revoir. Bon, j'arrête de parler, je suis trop bavarde. Je laisse la place à Romain et moi je te retrouve à la fin pour te dire un petit peu ce que j'ai retenu. Voilà, à tout à l'heure. Bonjour Romain, merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Comment allez-vous? Très bien, merci. Écoutez, Romain, merci. Vraiment, ouais, merci d'avoir accepté mon invitation et merci beaucoup parce que les neurosciences, c'est un sujet qui revient très souvent avec les jeunes que j'accompagne. Et je vous avoue que moi, je suis pas très calée. Et c'est ce que je vous disais juste avant. Le terme de neurosciences, je ne sais pas très bien ce que c'est. Donc, je suis très, très contente d'avoir un expert avec moi aujourd'hui. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez peut-être nous dire un petit peu qui vous êtes, votre parcours, ce que vous faites aujourd'hui? Oui, eh ben, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je m'appelle Romain Quentin, je suis chercheur en neurosciences cognitives à l'INSERM. Donc, je précise neurosciences cognitives parce qu'effectivement, dans la question, c'est les neurosciences en général. Donc, juste pour séparer ça dès le départ, les neurosciences cognitives, c'est étudier les grandes capacités cognitives qui sont la mémoire, l'attention spatiale, la prise de décision, des choses comme ça. Donc c'est un niveau plus global et les neurosciences en général incluent aussi des études plus biologiques sur des cellules, donc étudier les neurones, comment les neurones interagissent ensemble, comment ils communiquent ensemble. Donc moi je suis à un niveau plus global, on va dire, où j'enregistre le cerveau d'une manière entière. Je travaille pas sur des boîtes de pétri. Euh, donc, je travaille plutôt avec des IRM, avec d'autres techniques d'enregistrement de l'activité cérébrale.
Donc voilà, donc je fais des neurosciences cognitives. Pour parler très brièvement de mathématiques, j'étudie les mécanismes neuronaux de l'apprentissage. Donc, avec deux grands domaines, comment on apprend de ses erreurs, donc comment le cerveau maintient une mémoire des erreurs passées pour s'adapter, pour éviter de les refaire, pour contrôler ses erreurs dans les essais futurs. Et une autre approche où c'est l'apprentissage statistique. Et en fait, ça, alors, c'est pas du tout l'apprentissage des maths, c'est l'apprentissage des régularités dans l'environnement. Donc, dans la vie de tous les jours, notre cerveau a appris à prédire les événements qui vont apparaître. Mhm. C'est un mécanisme très important lorsqu'on parle, lorsqu'on écoute, lorsqu'on marche. On est toujours en train de prédire les conséquences de nos actions ou de l'environnement euh, qui vont arriver, parce que ça nous permet de mieux s'adapter à l'environnement. Et donc ça, l'apprentissage de ces régularités, donc ça a été appris parce qu'on a l'habitude de voir ou d'entendre des choses des séquences, en fait. Après l'événement A, il y a souvent l'événement B. D'accord, On appelle l'apprentissage des statistiques dans l'environnement. Donc d'accord. l'apprentissage des séquences ou des... Donc voilà, ça c'est mes deux grandes thématiques De recherche, en fait. de recherche. Ouais. Ok. Et j'ai une autre thématique plus appliquée qui est pour aider à la prise en charge de patients épileptiques. Euh, donc je pourrais en parler Ouais, plus bah, tard allez. Ouais, si ouais, ça ouais. vous intéresse. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et sinon, mon parcours, donc effectivement, c'est pas, j'ai pas fait médecine, comme beaucoup de gens qui font des neurosciences cognitives, il y en a, mais pas que. Et moi, j'ai fait un bac S à l'époque. Ensuite, je me suis dirigé vers la physique fondamentale à l'université, donc une licence de physique fondamentale, avec l'idée à ce moment-là d'être ingénieur son, donc rien à voir. Et, euh, et en fait, j'étais quand même très intéressé à ce moment-là par le cerveau en général. Alors, plus d'un point de vue psycho, je dirais. J'étais intéressé par la psychanalyse parce on en faisait en philosophie en terminale. Euh, voilà, j'étais très intéressé par le fonctionnement du cerveau ou le fonctionnement des êtres humains en général. Mais bon, je ne me suis pas orienté vers ça tout de suite. J'avais un peu peur, effectivement, moi, de faire médecine par rapport à la charge de travail que ça Mhm. demande en sortie de lycée. Euh, et à la fin de ma licence de physique, il y a un master de neurosciences qui a ouvert à Caen. Donc j'étais à Caen en Normandie. Et là, j'ai sauté sur l'occasion parce que je me suis rendu compte que effectivement faire des recherches en neurosciences, c'était vraiment ce qui m'intéressait. Donc j'ai fait un master de neurosciences. Ensuite, j'ai fait un doctorat à Paris. Donc ça, donc c'est un parcours relativement classique d'un master vers un doctorat en neurosciences cognitives. Et ensuite, je suis parti en post-doctorat. Donc ça, les études sont terminées, mais une étape importante pour ensuite être chercheur, disons, permanent, donc chercheur de la fonction publique en France. En général, on est obligé, on ne devient pas chercheur juste après le doctorat. On est obligé de faire des CDD qu'on appelle post-doctorat, Mhm. souvent à l'étranger. Donc moi, je suis parti 5 ans à Washington, dans la ville de Washington, aux États-Unis pour travailler dans un laboratoire là-bas. Et quand je suis revenu en France, j'ai obtenu un poste INSERM. Mhm. Donc c'est sur concours. Et ce qui me permet maintenant d'être chercheur permanent Ok, en France. super. Waouh. Donc un parcours voilà, riche et puis long au niveau des études. Donc ça veut dire que faire des Oui. neurosciences, est-ce que c'est obligatoire de faire un parcours qui soit aussi poussé, à votre avis? Alors, ça dépend quel métier des neurosciences on veut faire. Ok, Euh, bah alors on n'a qu'à prendre cette voie-là. Quels sont les ouais. métiers des neurosciences? Comme ça, c'était l'une de mes questions aussi. Donc, Donc, pour être chercheur ou chercheuse, c'est un parcours obligatoire. oui, Donc, jusqu'au doctorat, c'est obligatoire. Ensuite, les post-doctorats, c'est sur le papier pas obligatoire, mais dans les faits, quasiment tout le monde en font d'accord. euh, pour avoir un poste après. Donc c'est un parcours long et assez incertain jusqu'à obtenir un poste, parce que les concours de la fonction publique de chercheurs-chercheuses sont relativement compétitifs, donc on ne sait pas quand est-ce que ça va marcher et si ça va Mhm. marcher. Ok. Euh,
Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut savoir effectivement pour être chercheur-chercheuse. On reste longtemps étudiant. Donc en doctorat, on est déjà rémunéré, donc on a un salaire, on est salarié, mais c'est un relativement petit salaire. Euh, donc pendant assez longtemps, et ensuite en post-doctorat, on a toujours l'incertitude parce que c'est des CDD, et on espère avoir un poste permanent à un moment. Et c'est peut-être une question qui va vous paraître idiote, mais la recherche, ça se fait uniquement pour l'État. On ne peut pas faire de la recherche dans le privé. Non, c'est possible dans le privé. Complètement. Après, dans le privé, du coup, je pense qu'il n'y a pas l'obligation d'avoir un doctorat. D'accord. Euh, et on peut faire. Donc, ouais. Donc, en fait, pour être chercheur-chercheuse publique, voilà, il y a le besoin du doctorat. Ok. Pour aller dans le privé, en général, pour les postes de chercheur-chercheuse, les compagnies privées demanderont aussi un doctorat. Mais ils recrutent régulièrement au niveau ingénieur, donc bac+5 pour faire de l'innovation ou pour faire ce qui est un métier un petit peu différent, du Ouais, coup. bien sûr. Euh, et donc, dans le public, c'est aussi possible d'être ingénieur de recherche ou ingénieur d'études. C'est deux distinctions. Je crois qu'en fait, ingénieur de recherche, il y a besoin d'un doctorat. Ingénieur d'études, il n'y a pas besoin du doctorat. Mais ça, c'est des distinctions de concours de la fonction publique. Ok. Et ça, ce travail-là, c'est un travail de soutien à la recherche. Donc, en général, en tant qu'ingénieur, on est rattaché à une équipe et on va travailler sur des problèmes techniques, réussir à créer des innovations pour répondre à une question, souvent avec la collaboration ou dans la thématique d'un chercheur ou d'une chercheuse. Donc ça veut dire que vous, dans votre équipe, il y a des ingénieurs Voilà, qui vous exactement. Ouais, aident dans les projets de recherche que vous avez nommés au début, en fait. ouais, c'est ça. D'accord. Et si on ne travaille pas pour l'État et qu'on travaille dans le privé, alors justement, quel type d'entreprises vont avoir besoin de chercheurs comme vous ou comme les ingénieurs, par exemple? Alors, comme moi, ça va être donc le fait de faire des neurosciences cognitives, donc de s'intéresser à ces grandes capacités cognitives, c'est en général un peu moins intéressant pour les boîtes privées Mhm. que des chercheurs en neurosciences moléculaires ou cellulaires qui, Oui. eux, peuvent se diriger vers de la pharmacologie ou des grandes boîtes de pharmaco, Mhm. surtout. Nous, on peut être approché par des boîtes de marketing Ah oui. ou, euh, ou alors, maintenant, en fait, de plus en plus, par des grosses boîtes qui travaillent dans l'intelligence artificielle. Ouais. Donc, parce qu'évidemment, le lien entre le cerveau biologique euh, qu'on a dans notre boîte crânienne et les grands modèles d'intelligence artificielle, il est de plus en plus prégnant. Ouais. Et en fait, les grandes avancées en intelligence artificielle ont aussi été faites par des neuroscientifiques. Et Mhm. donc, il y a des boîtes type les grosses comme Meta ou Google qui financent. Peut-être que ça va changer avec la politique actuelle Oui. américaine. Oui, ça. Mais, mais voilà, en fait, dans le privé, la majorité des gens qui sont chercheurs, chercheuses, comme moi, nous, on a l'habitude de travailler sur des grosses bases de données. Donc, en fait, on peut devenir un terme qui est data analyst. Oui. Et donc, ça c'est assez recherché par des boîtes, en fait, qui font plein de choses différentes, mais qui ont besoin d'analyser des grosses bases de données avec des techniques statistiques compliquées. Ok. Mais là, pour faire enfin, si on fait de l'analyse de données ou à data analyst, là, on ne fait pas des études de neurosciences, on reste sur un parcours data analyst classique, Complètement, plutôt ouais. pas scientifique et mathématique, quoi. Oui, Ok. ouais. Et donc les métiers des neurosciences, ça serait donc soit la recherche publique ou travailler dans des entreprises privées, travailler dans des entreprises de pharmacologie, travailler pour l'intelligence artificielle. Il y a d'autres métiers comme ça qu'on peut faire si on a fait un parcours neurosciences avec un master ou un doctorat, ou c'est vraiment les grandes familles de métiers. Non, c'est les grandes familles, je dirais. En médecine, ça peut arriver de travailler pour de la recherche médicale ou des choses comme ça aussi, ou... Oui, oui, alors oui, oui, ça peut arriver, mais ça va être des niches quand même. D'accord, ok. Euh, en fait, il y a plein de...
des boîtes effectivement qui travaillent là, nous, dans nos domaines, dans des méthodes d'enregistrement du cerveau où ils peuvent avoir besoin d'experts qui vont ensuite, enfin de chercheurs et chercheuses, parce qu'on est les utilisateurs finaux Mhm. de ces technologies-là, donc ils peuvent embaucher, mais c'est de l'embauche, c'est pas à grande échelle, quoi. Ouais, c'est à la marche, quoi. D'accord, ok, très bien. Donc là, vous avez un parcours qui est orienté physique, Mm. alors que bah, l'idée souvent qu'on se fait des neurosciences, c'est faire médecine. Quelles sont les grandes voies pour arriver à faire un master en neurosciences? Est-ce que vous, c'était là, voilà, le hasard parce que le master venait d'ouvrir, qu'ils ont pris quelqu'un qui a fait de la physique, ou est-ce que faire des sciences, c'est quand même la voie royale? Comment ça se passe? Alors, je pense que il n'y a pas de voie royale. D'accord. Et les chercheuses et les chercheuses en neurosciences autour de moi viennent d'horizons très divers. C'est aussi parce que les neurosciences cognitives en soi sont une sorte de regroupement de différents domaines, Oui, qui incluent donc la psychologie, la biologie, la physique, même si un peu moins, pour la physique de l'enregistrement et, et des ingénieurs. Donc en fait, tout ça, c'est possible. On peut faire, je dirais que la majorité des gens, sans avoir de données devant moi, non, non, bien sûr. viennent plutôt de biologie ou de psycho à D'accord. l'université. Euh, mais ensuite, voilà, en faisant un parcours scientifique, en général, c'est possible d'accéder au master de neurosciences. Et de plus en plus, ça n'existait pas quand moi j'ai fait mes études dans les années 2000, mais il y a de plus en plus de licences de neurosciences ou de sciences cognitives dans les universités. Donc ça, c'est aussi une option. Et si on a envie de faire des sciences cognitives, je pense que c'est une très bonne option. Donc, faire une licence de sciences cognitives pour pouvoir aller dans le domaine où vous êtes vous, mais si on veut travailler plus sur le cerveau, cellulaire, molécules, etc., là, on est plutôt sur de la bio, c'est ça? Oui, de la bio, je pense qu'il y a aussi des licences de neurosciences générales qui D'accord, incluent cognitif plus moléculaire cellulaire. d'accord, ok. Ça commence à arriver en fait. Ça n'existait pas moi à mon époque, mais de plus en plus d'universités créent ce genre de formation. Et ces licences-là, elles sont plutôt avec un axe scientifique fort ou plutôt un axe de psycho, ou c'est plutôt, faut avoir un parcours plutôt scientifique au départ? Oui, par contre, je pense qu'il faut plutôt avoir un parcours scientifique. Un profil scientifique, oui, tout à fait. Et vous parliez d'ingénieur, donc ça veut dire qu'avec après une école d'ingénieur classique, on peut aussi travailler dans les neurosciences? Oui, complètement, ouais. Donc encore une fois, moi je suis entouré beaucoup de chercheurs et chercheuses, donc ils ont fait un doctorat. Oui. Mais en fait, le doctorat, il est accessible après des écoles d'ingénieurs. Donc il y a des gens qui ont fait un parcours prépa et ensuite école d'ingénieur. Et qui, à la fin, donc la formation est moins faite pour ça. Oui. Mais à la fin de leur école d'ingénieur, ils se rendent compte bah, il y a un domaine qui les passionne. Ils ont fait leur stage de fin d'études dans un labo public en général. Et dans ce cas-là, ils se disent, bah, en fait, j'ai envie de faire de la recherche et ils se dirigent vers un doctorat. Ok, peut-être Et peut-être ça arrive régulièrement aussi. Ouais. peut-être en repassant par un master d'abord, puisque peut-être qu'avec juste le titre d'ingénieur, ça suffit pas. Et il faut Et peut-être souvent, oui, ouais, souvent ils font un M2, vous avez voilà, raison. c'est ça, repasser par un Ouais. M2 pour Une ensuite année de repartir M2, sur. ouais. Ok. Donc voilà, pour tous les élèves qui ne sont pas très sûrs et qui se disent je vais faire ingénieur, on verra bien, ça peut être aussi une Ça voie, marche complètement. ça marche Ouais. complètement de le faire après. Ok, très bien. Et donc là, vous nous parliez au début de votre bon, alors, de recherche très générale, mais vous parliez aussi de quelque chose de très appliqué. Peut-être vous pouvez nous en dire deux mots, parce que peut-être que ça parlera un peu plus à des Ouais, jeunes qui nous écoutent là. ouais. Donc la recherche appliquée qu'on fait sur les patients épileptiques, c'est sur donc moi j'enregistre le cerveau grâce à une méthode qui s'appelle la magnétoencéphalographie, qui est comme l'électroencéphalographie, donc peut-être que les auditeurs vont voir, quand on a des électrodes posées sur le crâne et qui font des courbes. C'est un peu quand on dit dans un film électroencéphalogramme plat, Ah quand on oui, voit qu'il y a une activité cérébrale ou oui, oui. des choses comme ça. Donc la magnétoencéphalographie, c'est un peu la même type de technique. Mais au lieu d'enregistrer le signal électrique, on enregistre le signal magnétique. Et donc, c'est plus précis pour différentes raisons. Et, euh, et donc, le côté appliqué de ma recherche, là, c'est d'enregistrer des patients épileptiques qui sont pharmacorésistants. Pharmacorésistants, ça veut dire qu'ils ont une épilepsie relativement grave qui n'a pas réussi à être traitée par au moins deux médicaments différents. Mhm. Donc, ils ont encore des crises. Et dans ce cas-là, malheureusement, la seule option pour eux,
ou en tout cas l'option la plus classique pour eux, c'est de passer par la chirurgie. Mhm. Donc on va essayer de localiser la zone épileptogène dans le cerveau, la zone qui crée les épilepsies, les crises d'épilepsie, et il y aura une chirurgie pour enlever cette zone du cerveau. D'accord. Et donc toute la question, c'est de savoir où se trouve cette zone avant de passer sur le bloc opératoire. Et avec la magnétoencéphalographie, comme je vous racontais, on a des méthodes qui incluent de l'intelligence artificielle, justement, des modèles de deep learning qui permettent de détecter des anomalies dans l'activité cérébrale et qui vont ensuite nous permettre d'aider à la localisation de cette zone épileptogène. Ok. Donc là, on est vraiment en lien avec la médecine, quoi. Pour ceux qui se disent, j'hésite Oui, entre ingénierie et médecine, là, on est vraiment à la croisée des deux, quoi. oui, complètement, ouais. En fait, alors ça c'est pareil, il y a plein de labos, ça dépend, il y a plein de thématiques différentes, mais nous, donc je travaille au Centre de recherche en neurosciences de Lyon et on est juste à côté des HCL, qui sont les hospices Mhm. civils de Lyon, et on travaille quotidiennement avec les neurologues de l'hôpital neurologique à côté. Ok. Donc effectivement, après, ouais, c'est des directions que certains ont, certains chercheurs ou chercheuses ont un volet très appliqué, très clinique. D'autres restent très fondamentales sur des questions plus fondamentales. Oui. Mais ça, j'imagine que c'est quelque chose qu'on découvre au fur et à mesure de ses études, de ses expériences, de ses rencontres. On sait pas ça Oui, après le bac, quoi. ouais, non, complètement. Ouais, ouais, complètement. Ça, c'est un des grands avantages de la recherche publique et de ce type de position, c'est que on a une grande liberté sur la direction qu'on prend, sur les projets de recherche qu'on lance. Donc évidemment, on est soumis à la question des financements, donc on écrit beaucoup de demandes de financement pour pouvoir embaucher des doctorants, des postdoctorants, des ingénieurs. Euh, donc il y a aussi une compétition à ce niveau-là, mais on décide vraiment de la direction qu'on prend, de ce qui nous paraît intéressant. Et ça, c'est un des aspects génial du métier de chercheur et chercheuse. Et si on reste sur des choses plus concrètes maintenant, un peu terre à terre, est-ce que faire des neurosciences aujourd'hui, c'est des études qui vont permettre de trouver du travail où on aura un salaire correct? Est-ce qu'il faut savoir parler plein de langues pour pouvoir aller chercher des financements partout dans le monde? Comment concrètement ça se passe? Alors, parler plein de langues, non, il faut parler anglais, Oui, par c'est contre. sûr, évidemment, comme d'habitude. Ouais, c'est ça. Après, c'est toujours un avantage de parler plein de langues, hein. Oui. Mais je pense que, donc comme je vous disais, en fait, pour faire de la recherche, à mon avis, lorsqu'on arrive à aller jusqu'au master et au doctorat, c'est pas fait de réussir à avoir un poste de chercheur permanent. Donc, en général, c'est l'INSERM ou le CNRS. Mhm. Euh, mais en fait, quand on est arrivé à ce niveau-là, on devient relativement attractif sur le marché du travail parce qu'on a démontré qu'on arrivait à avoir son propre projet. Donc en doctorat, en fait, on a un projet de recherche à nous, donc on est supervisé par un chercheur ou une chercheuse, mais en général, on se retrouve pas, on se retrouve pas sans rien. À la fin, par contre, je pense qu'il faut être conscient que ça ne veut pas dire qu'on réussira à avoir les postes permanents dont je parle, quoi. D'accord, ok. Donc ça veut dire un peu de précarité ou alors ça veut dire accepter d'aller dans des entreprises privées? Oui, ça veut dire accepter d'aller dans d'autres entreprises privées ou accepter de faire d'autres concours type ingénieur ou Oui. technicien. Donc on n'a pas parlé il y a aussi des techniciens dans les laboratoires c'est donc pareil, des concours publics, mais qui sont eux accessibles à partir de la licence 3. Et donc là, c'est un travail plus technique en général, mais qui est très intéressant de la même façon, qui permet de toucher à plein de choses, qui permet de trouver des solutions pour répondre à des questions de recherche. Et est-ce qu'il y a des pays en Europe sur lesquels peut-être il y a plus de possibilités ou en France c'est déjà très bien? Alors, bah, en France, c'est plutôt pas mal, je D'accord? pense. Et ça, c'est très dépendant des politiques. Bien sûr. Donc c'est difficile, surtout vu la Oui. dynamique actuelle, de prédire
pour quelqu'un, pour une étudiante qui Oui, commence là c'est maintenant et vrai. prévoit dans 5 ans où est-ce que ça sera le mieux. En France, on est quand même pas mal lotis D'accord. euh, pour travailler dans ces domaines-là. Après, il y a plein de pays qui fonctionnent très bien. En Espagne, c'est très bien aussi. Dans les pays du Nord, en Allemagne, il y a aussi plein de possibilités. Ok. Donc, ouais. Ok. Donc ça veut dire quand même que pour quelqu'un qui se lance, il y aura du travail. C'est souvent une question quand même des parents, sous ça aussi, Oui, oui, oui. qui sont un peu Oui. inquiets. Donc, ok. Romain, pour conclure, est-ce que vous pourriez donner peut-être un conseil à quelqu'un qui se dit les neurosciences, j'ai vraiment envie, c'est pour moi. Est-ce qu'il y a déjà des choses qu'on peut faire déjà dès le lycée ou pour essayer de mieux comprendre ou des conseils que vous pourriez donner? Et ben à mon avis, s'il y a un fort intérêt pour comprendre le cerveau, faut pas hésiter très tôt à faire des stages, même des stages courts dans les laboratoires pour aller voir différents groupes de recherche, voir comment ça fonctionne. Euh, contacter, ne surtout pas hésiter à contacter en fait les chercheuses et les chercheurs. Ne pas se vexer si parfois les gens répondent pas, ça arrivera. Mais je pense que c'est la meilleure manière et c'est un peu ce que vous faites vous, Oui, et c'est la meilleure manière de savoir si on va dans la bonne direction, d'avoir des avis différents sur les parcours et après, je pense qu'il faut effectivement, moi, ma vision. Alors, je pense que moi, j'ai une vision assez scientifique dure, mais c'est parce que j'ai un parcours de physique. Mais je pense que c'est bien, vous posiez la question au départ des spécialités au lycée. Je- Moi, je pense que c'est bien d'aller vers les spécialités scientifiques type maths, physique. Je suis cependant très déçu encore qu'il n'y ait pas de psychologie au lycée. lycée. Je Mm. pense qu'on devrait avoir ça parce qu'il y a plein de choses à apprendre, même en termes d'éducation, en fait, même pour apprendre sur nos biais cognitifs, pour apprendre sur la façon dont nous, autres humains, on prend des décisions. Je pense que ça serait très intéressant. Mais ouais, voilà. Ok. Je sais pas si... Donc pour le lycée, donc s'intéresser en allant en contacter, en lisant, en regardant, et puis au niveau des choix des spécialités, si on peut faire plutôt des spécialités scientifiques, ou alors sinon, si vraiment les sciences c'est pas ça, partir sur un parcours un peu plus psycho. Oui, Après, mais bon, de toute façon, même la psycho, voilà, il y a un peu de science, il y a un peu de maths quand même, hein. On peut oui, pas, oui, un peu de on peut maths. pas y déroger, alors il n'y a pas le choix. Ouais. Parce qu'il y a quand même des statistiques à lire, et donc bon, voilà, il faut quand même Ouais. savoir, faut pouvoir faire des maths pour faire des Oui. neurosciences. En fait, je pense que quand on dit les sciences, c'est pas ça, faut... Alors, c'est possible de ne pas nécessairement adorer les maths. Cependant, je pense qu'il faut vraiment, c'est vraiment un métier scientifique en soi, et même si on vient de la psycho, ça sera un métier où le but c'est de se poser la question de comment telle chose fonctionne et trouver les bonnes questions pour répondre à une hypothèse. C'est vraiment une démarche très scientifique tout le temps. Alors ça ne veut pas dire adorer forcément les maths, mais ça, je pense que ça se réfléchit à deux fois si on se dit qu'on n'aime pas trop Ouais, les matières scientifiques pour aller vers un parcours pour être neuroscientifique. Ouais. génial. Romain, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je pense que ça, vous avez été très clair. Si les auditeurs ont des questions, est-ce que je peux vous les transférer pour Bien sûr. y répondre? Très bien. Bah, écoutez, on fera comme ça. Merci beaucoup et puis peut-être à une prochaine fois ou sinon bonne continuation. Merci. Merci, Au avec plaisir. revoir. Alors, je pense que maintenant, comme moi, tu as un petit peu mieux compris ce que c'était que les neurosciences. Donc, je pense que c'était intéressant que Romain nous distingue vraiment bien ces deux parcours. Donc, le parcours neurosciences cognitif, où là, on est sur quelque chose de plus global, c'est-à-dire on étudie les capacités cognitives, on étudie la mémoire, on étudie l'attention, les prises de décision, comme enfin, ce que fait Romain dans son travail de recherche. Et puis les neurosciences pures, qui là ont un côté un petit peu plus peut-être biologique. On est plus axé sur la neurone, sur le fonctionnement du cerveau. Et donc lui, Romain, il travaille moins sur le côté biologique, mais plus sur le côté global des neurosciences. Alors, son parcours à Romain, il est aussi intéressant puisqu'il a commencé par un bac scientifique. Et puis, malgré tout, quand même, cet intérêt pour la psychologie qui était quand même là dès le départ. Et ce virage, donc, il l'a pris après sa licence de physique. Il a continué par un master et ensuite il a fait un doctorat. Et en fait, même si évidemment, Romain, il a bien dit, le doctorat, c'est pas obligatoire pour travailler dans les neurosciences, puisque on peut par exemple travailler comme ingénieur de recherche. euh, il y a quand même de grandes chances que quand tu partes sur des neurosciences, tu t'arrêtes pas, clairement pas un bac+3 et sûrement pas un bac+5, mais tu ailles jusqu'au doctorat.
Alors Romain, le deuxième point, c'est qu'il nous a parlé des débouchés. Donc pour lui, quand même, le plus grand débouché, mais c'est son parcours, hein, c'est de travailler dans des laboratoires de recherche publique. Mais il nous dit que oui, dans le privé, les neurosciences, c'est aujourd'hui assez intéressant. Donc ça peut être intéressant dans le domaine en fait du marketing, dans le domaine de l'intelligence artificielle, surtout au niveau des neurosciences cognitives, hein. Il nous a expliqué que la plupart des entreprises qui travaillent avec l'IA ont travaillé avec des neuroscientifiques cognitifs pour comprendre le cerveau et appliquer leur recherche à l'intelligence artificielle. Et puis, si tu es plus intéressé par le côté un peu plus biologique des neurosciences plus moléculaires, bah là, tu vas pouvoir travailler peut-être dans la pharmacologie ou l'analyse de données. Au niveau des parcours, donc selon Romain, il n'y a pas une seule voie meilleure qu'une autre, mais en fait, selon lui, il y a quand même trois parcours vraiment distincts. Il y a le parcours de la psychologie, le parcours de la biologie. Et ces deux parcours sont vraiment les parcours les plus communs que Romain retrouve autour de lui. Mais la physique, comme il a fait, c'est aussi intéressant. Et donc, si tu veux, pourquoi pas même faire une école d'ingénieur. Et puis ensuite, rajouter un master 2 après ton école d'ingénieur pour pouvoir continuer de la recherche. Bah, ça, c'est aussi possible si tu veux un parcours en neurosciences. Et en fait, la dernière idée, bah, c'est de se dire est-ce qu'il y a du travail ou pas. Alors, bah, oui, la recherche publique, c'est quand même un secteur qui est très, très compétitif. Pour avoir un poste comme Romain, il faut un sacré niveau. Mais il peut y avoir des débouchés dans le privé. Et peut-être dans un côté peut-être un peu plus technicien ou un côté ingénieur plus que chercheur. Mais selon lui, la neuroscience est un domaine quand même qui a de l'avenir. Évidemment, qui dit recherche publique dit influence importante des politiques publiques. Donc forcément, ça va dépendre des contextes. Donc Romain te conseille deux choses, te conseille de faire des stages. Alors bon, c'est pas évident, mais si tu peux pas faire un stage, ben contacte des chercheurs pour essayer là aussi de voir un peu comment le monde des neurosciences fonctionne. Et puis réfléchis bien à tes spécialités. Et selon Romain, malgré tout, quand même, les neurosciences restent un domaine assez scientifique. Et même si tu parles de psychologie, il faut pas oublier la part importante des maths. La Marie, dans le podcast, l'épisode 84 sur la criminologie, nous avait vraiment bien parlé de l'importance des maths dans la psychologie. Donc, bien réfléchir à tes spécialités et bien penser que les neurosciences, c'est quand même un petit peu scientifique avant tout. Voilà, bah écoute, j'espère que cet épisode t'a plu, que maintenant tu es un peu plus au point sur les neurosciences, et puis je te dis à très vite pour un nouvel épisode.